dans mon appartement lyonnais, terminant un rapport trimestriel pour le cabinet d'expertise comptable où j'étais employée. Thomas, mon fiancé depuis 4 ans, m'avait envoyé un message disant qu'il passait la nuit dans son propre studio à cause d'une réunion tôt le lendemain matin. Nous devions nous marier dans 6 mois. Les faire-part étaient déjà commandés. Ma robe était suspendue dans mon armoire sous une housse de protection en plastique. J'étais épuisée, mes yeux me brûlant après avoir fixé des tableaux Excel pendant 12 heures d'affilée. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour régler mon réveil et j'ai vu l'ordinateur de Thomas posé sur la table basse. Il l'avait oublié ici la veille. L'écran était encore allumé, simplement assombri. Je n'étais pas du genre à fouiner. Je n'étais pas le genre de personne qui fouillait dans les affaires de son partenaire, mais la notification de mail en haut de son écran a attiré mon attention parce que le nom de l'expéditeur était celui de mon père. Ma main a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. Objet du message concernant notre arrangement. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Les mots de mon père se sont gravés dans mes rétines. Thomas, j'ai transféré les 25 000 € restants sur ton compte comme convenu. Cela porte le total à 50 000 € selon notre accord. Je sais que ce n'est pas facile, mais Léa peut t'offrir la vie que Chloé ne pourra simplement jamais t'apporter. Les relations de sa famille dans le milieu de la communication et de la publicité feront progresser ta carrière plus vite que ma fille ne le ferait jamais. L'héritage de Léa à lui seul vaut plus que ce que Chloé gagnera dans toute sa vie. Tu fais le choix de la raison. Quand tu rompras les fiançailles, fais en sorte que ce soit net. Ne mentionne pas nos conversations. Chloé n'a pas besoin de savoir. Elle finira par tourner la page. Elle fait toujours ce qui est pragmatique. La réponse de Thomas avait été envoyée il y a seulement 3 heures. Je comprends, monsieur Bernard. Je tiens à Chloé, mais vous avez raison concernant les opportunités avec Léa. Je mettrai fin aux choses ce week-end. Merci de m'avoir aidé à y voir clair. Cet argent m'aidera à prendre un nouveau départ. J'ai lu cela 3 fois, puis 4, puis j'ai arrêté de compter. Mon propre père avait payé mon fiancé pour qu'il me largue au profit de ma cousine. Léa, la belle et pétillante Léa avec son compte Instagram Lifestyle, son fonds fiduciaire et l'empire médiatique de sa famille. Nous avions grandi ensemble, fêté nos anniversaires ensemble, partagé des secrets d'adolescente. Elle était de toutes les fêtes de famille, de tous les rassemblements. Elle devait être ma demoiselle d'honneur. La pièce s'est mise à tanguer. J'ai agrippé le bord du canapé en essayant de respirer malgré l'étau qui me broyait la poitrine. 4 ans. 4 ans à construire une vie avec Thomas. 4 ans de compromis, de projets et de rêves d'avenir. 4 ans à le présenter à ma famille. À participer au déjeuner du dimanche chez mes parents où mon père tapait dans le dos de Thomas en l'appelant mon fils. Tout cela n'était qu'une transaction. Tout avait un prix. Je suis restée assise là, dans le noir de mon salon. Mon ordinateur oublié, le rapport trimestriel abandonné, les chiffres sur mon écran se brouillant en forme dénuée de sens. J'avais passé ma vie entière à être douée avec les chiffres, à être pragmatique et responsable. Mon père avait toujours loué ses qualités. Apparemment, elles ne valaient pas 50 000 €. Le pire n'était même pas la trahison. Le pire était la voix dans ma tête qui ressemblait exactement à celle de mon père disant qu'elle ferait toujours ce qui est pragmatique. Il savait que je ne me battrais pas. Il savait que j'accepterais la situation calmement, avec élégance. De la même manière que j'avais accepté toutes les autres déceptions de ma vie. Comme j'avais accepté que Léa soit la jolie, l'amusante, celle que tout le monde voulait à ses soirées. Comme j'avais accepté d'être la sérieuse, l'ennuyeuse, celle qui travaillait tard le vendredi soir au lieu de sortir. J'ai regardé ma bague de fiançailles. Thomas m'avait demandé en mariage sur une plage de Biarritz au coucher du soleil. Il s'était mis à genoux et m'avait dit que j'étais sa meilleure amie, sa partenaire, la personne avec qui il voulait vieillir. J'avais pleuré de joie. Ma mère avait pleuré quand je l'avais appelé. Mon père avait serré la main de Thomas et l'avait accueilli dans la famille. Tout cela n'était qu'un mensonge. Ou peut-être que ce n'était pas un mensonge au début, mais mon père en avait fait un. Je pourrais les confronter. Je pourrais faire une capture d'écran de cet email et l'envoyer à tout le monde.
Je pourrais me pointer au déjeuner du dimanche et le jeter au visage de mon père. Je pourrais appeler Léa et lui demander si elle était au courant, si elle faisait partie de cette machination. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de ça, je suis restée assise là jusqu'au lever du soleil et j'ai fait un choix différent. J'ai fait le choix qui prouverait à mon père qu'il avait tort sur absolument tout ce qu'il pensait savoir de moi. Le lendemain matin, j'ai posé un jour de congé maladie. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire pour demander la résiliation anticipée de mon bail. Puis j'ai appelé un avocat. Au moment où Thomas m'a envoyé un message pour me demander si je voulais dîner avec lui ce week-end, j'avais déjà un plan. Je l'ai retrouvé dans notre restaurant italien habituel, un endroit calme où nous fêtions nos anniversaires. Il triturait sa serviette, visiblement nerveux. Il avait probablement répété son discours de rupture toute la journée. Chloé, a-t-il commencé d'une voix douce avec cet air condescendant qui me donnait maintenant la chair de poule, j'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps. Et moi, c'est bon, j'ai interrompu. Ma voix était parfaitement calme. Je sais. Son visage est devenu livide. Tu sais. Je sais que tu vas mettre fin à nos fiançailles. Je sais que tu as eu des doutes et honnêtement Thomas, je ressens la même chose. Le mensonge est sorti avec une fluidité déconcertante. Je pense que nous nous sommes éloignés. Nous voulons des choses différentes. Ce n'est la faute de personne. Je l'ai regardé assimiler l'information, j'ai vu le soulagement envahir ses traits et je n'ai absolument rien ressenti. Tu es tellement compréhensive, a-t-il dit en tendant la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Je veux juste que nous soyons heureux tous les deux, ai-je répondu. Tu devrais être avec quelqu'un qui correspond à tes ambitions, quelqu'un qui peut t'offrir la vie que tu souhaites. Ses yeux ont vacillé. De la culpabilité peut-être ou la reconnaissance du fait que je lui renvoyais les mots de mon père sans qu'il s'en rende compte. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur, a-t-il ajouté, essayant encore de jouer le beau rôle. Oui, j'en conviens. C'est vrai. J'ai retiré ma bague de fiançailles et je l'ai posée sur la table entre nous. 4 ans réduits à un petit cercle de métal et une pierre. Garde-la, ai-je dit. Vends-la. Fais-en ce que tu veux. Je l'ai laissée planter là, probablement soulagée par la facilité avec laquelle j'avais rendu les choses. Par la manière dont je lui avais offert la rupture nette pour laquelle mon père avait payé. Je n'ai pleuré qu'une fois rentrée chez moi. Ensuite, j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée. Le genre de pleurs qui vous laisse vide et à vif. J'ai pleuré pour les 4 années que j'avais gâchées. J'ai pleuré pour le père que je pensais avoir. J'ai pleuré pour la cousine en qui j'avais confiance. J'ai pleuré pour chaque dîner de famille que je devrais endurer. Chaque mariage et chaque fête où je devrais regarder Thomas et Léa ensemble en prétendant ne pas connaître la vérité. Quand j'ai eu fini de pleurer, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir inutile. Je ne laisserai plus jamais ma valeur être déterminée par le prix fixé par quelqu'un d'autre. Et je montrerai à mon père exactement à quel point il s'était trompé sur ce que je pouvais accomplir. 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Singapour. J'avais accepté un poste de comptable senior dans une start-up de technologie financière qui faisait des vagues sur le marché asiatique. Le PDG essayait de me recruter depuis 6 mois, mais je l'avais refusé à cause de Thomas. Parce que nous préparions un mariage, parce que j'étais pragmatique. Au diable le pragmatisme. J'ai dit à ma mère que je saisissais une opportunité de carrière à l'étranger. J'ai dit à mon frère que j'avais besoin d'un nouveau départ. Je n'ai parlé de l'email à personne. Je n'ai dit à personne ce que mon père avait fait. Je suis simplement partie. Mon père m'a appelé la veille de mon vol. Chloé, c'est très soudain. Tu ne penses pas que tu agis de manière impulsive? Non, papa, j'ai dit. Je pense que je suis pragmatique. C'est une excellente opportunité. Tu m'as toujours dit de penser à ma carrière. Mais qu'en est-il de Thomas? Et le mariage? Thomas et moi avons rompu. C'était mutuel. Nous voulions des choses différentes. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Je me suis demandé s'il se sentait coupable. Je me suis demandé s'il en était seulement capable.
Eh bien, a-t-il finalement dit, si tu es sûr que c'est ce que tu veux, sois. Tu manqueras aller alors des événements familiaux. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Je suis sûre qu'elle s'en remettra. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Singapour était étouffante, bondée, écrasante et ne ressemblait absolument pas à chez moi. C'était parfait. Je me suis jetée dans le travail avec une intensité qui m'a surprise moi-même. La start-up était petite mais ambitieuse, créant des solutions technologiques financières pour les marchés mal desservis. La PDG, une femme brillante nommée Sophie Girard, avait bâti l'entreprise à partir de rien et n'avait aucune patience pour la médiocrité. J'ai prospéré. Il s'avère que lorsque vous ne dépensez pas votre énergie à gérer l'ego de quelqu'un d'autre, lorsque vous ne vous diminuez pas pour correspondre à la vision que quelqu'un d'autre a de vous, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. 6 mois plus tard, Sophie m'a promue contrôleuse de gestion. 1 an après cela, directrice financière. À la 2e année, nous préparions une introduction en bourse. Je travaillais 100 heures par semaine. J'ai appris le mandarin. J'ai tissé des liens avec des investisseurs sur 3 continents. Je suis devenue le genre de personne qui prend l'avion sans y réfléchir à 2 fois, qui prend des décisions impliquant des millions d'euros, qui impose le respect dans des salles de conseil remplies d'hommes ayant 2 fois mon âge. J'ai aussi appris à être seule sans me sentir isolée. Mon appartement à Singapour était petit mais moderne, situé en hauteur dans un immeuble avec vue sur les gratte-ciel de la ville. Je l'avais meublé avec des objets que j'aimais vraiment, pas avec ce qui correspondait à l'esthétique de Thomas. Je me suis mise au yoga. J'ai rejoint un club de lecture. Je me suis liée d'amitié avec d'autres expatriés qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ignoraient tout du mariage qui n'avait jamais eu lieu ou du père qui avait payé mon fiancé pour qu'il parte. Parfois, je pensais à appeler mon frère pour tout lui raconter. Nous avions toujours été proches. Mais chaque fois que je prenais mon téléphone, je me rappelais qu'il était toujours là-bas, faisant toujours partie de ce monde, participant toujours au déjeuner du dimanche avec mon père et Léa et probablement Thomas désormais. Je gardais mes distances. J'envoyais des cartes d'anniversaire. Je répondais aux messages par des phrases brèves et polies. J'avais construit un mur entre mon ancienne vie et la nouvelle. Et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que l'email de mon frère arrive, 3 ans après mon départ. Chloé, je me marie. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé depuis que tu es partie, mais tu es ma sœur. Je ne peux pas imaginer me marier sans toi. Le mariage est à Lyon dans 3 mois. S'il te plaît, viens. Cela signifierait tout pour moi et pour Emma. Tu nous manques. J'ai fixé cet email pendant un long moment. 3 ans. 3 ans de distance soigneusement construite. 3 ans à bâtir une vie où je n'avais pas à penser à ce que mon père avait fait. Où je n'avais pas à voir Léa et Thomas en prétendant que tout allait bien. Mais c'était Lucas, mon petit frère, celui qui m'appelait en pleurant quand sa première petite amie l'avait quitté. Celui que j'avais aidé pour ses dossiers d'inscription à l'université, celui qui avait toujours cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. Je ne pouvais pas rater son mariage. Je l'ai appelé. Son visage sur l'écran d'appel vidéo avait vieilli, il paraissait plus mûr. Mais son sourire était le même. « Tu viendras ?» a-t-il demandé avec espoir. « Je viendrai », ai-je dit. « À une condition. N'importe laquelle. Je viens accompagner. » Je n'avais pas prévu de dire cela, mais dès que les mots sont sortis, j'ai su que je le pensais. Les yeux de Lucas se sont agrandis. « Tu vois quelqu'un, Chloé ? C'est génial. Bien sûr. Amène-le. Ou amène-la. Peu importe qui te rend heureuse. Il s'appelle Daniel. » J'ai dit cela et c'était la vérité. Il y avait un Daniel. Daniel Durand, PDG d'une société de capital risque basée à Hong Kong. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence à Tokyo 6 mois auparavant. Le courant était passé autour d'un terrible café d'hôtel et d'un dédain partagé pour le jargon d'entreprise. Nous nous voyions quand nos agendas s'alignaient, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand nous étions ensemble, tout semblait facile, naturel, rien à voir avec Thomas. Daniel m'écoutait vraiment quand je parlais de mon travail. Il remettait en question mes idées d'une manière qui me rendait plus percutante,
pas plus insignifiante. Il avait ses propres ambitions et n'avait pas besoin que je sacrifie les miennes pour lui faire de la place. Quand je l'ai appelé après avoir parlé à Lucas, il a décroché à la deuxième sonnerie. Ça te dirait de rencontrer ma famille? J'ai demandé, est-ce la famille à qui tu n'as pas parlé depuis 3 ans? C'est bien celle-là. Ça a l'air terrifiant. Je marche. Je devrais probablement mentionner que mon ex-fiancé a épousé ma cousine et qu'ils seront probablement là. Un silence a suivi. D'accord, alors là je marche absolument. Ça a l'air d'être le mariage le plus intéressant auquel je vais assister cette année. Tu es ridicule. Tu aimes ça chez moi. C'était vrai. Que Dieu me vienne en aide. C'était vraiment vrai. Le vol de retour vers la France m'a semblé plus long que n'importe quel vol d'affaires. Daniel somnolait à côté de moi, sa main tenant lâchement la mienne. Nous étions d'accord pour rester discrets, pour ne pas faire de notre relation une affaire d'État. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de prouver quoi que ce soit. Sauf que c'était absolument le cas, et nous le savions tous les deux. Lucas est venu nous chercher à l'aéroport. Il m'a serré si fort que j'en ai eu le souffle coupé, puis il a serré la main de Daniel avec cette énergie enthousiaste qui m'a rappelé pourquoi il m'avait manqué. Je suis tellement content que tu sois là, n'arrêtait-il pas de répéter. Emma a hâte de te rencontrer. Maman cuisine depuis 2 jours d'affilée. Papa prétend qu'il n'est pas ému, mais il l'est totalement. Mon estomac s'est noué à la mention de mon père. Léa et Thomas seront là aussi, a ajouté Lucas en me jetant un regard prudent. Je les avais invités avant de savoir. Enfin, je ne savais pas si ce serait bizarre pour toi. C'est ton mariage, j'ai dit. Tous ceux qui comptent pour toi doivent être là. Le dîner de répétition avait lieu dans un beau restaurant du centre-ville. J'avais choisi ma tenue avec soin. Une robe bleu marine, professionnelle mais pas rigide, élégante mais sans en faire trop. Daniel portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, mais qui semblait naturel sur lui. Nous sommes entrés ensemble, et j'ai vu toute la salle nous remarquer. Ma mère m'a vu la première. Elle a eu un hoquet de surprise, a posé son verre de vin sur la table et a couru m'embrasser. Chloé. Oh, ma chérie, tu es magnifique, et tu dois être Daniel. Lucas nous a parlé de vous. Mon père s'est levé plus lentement. Il paraissait plus vieux. Plus grisonnant. Il a serré la main de Daniel, l'a jaugé comme le font les pères et a dit, « C'est bon de te voir, Chloé. » Toi aussi, papa. Léa était là avec Thomas. Elle avait coupé ses cheveux courts et pris un peu de poids. Elle était toujours belle, mais il y avait quelque chose de tendu autour de ses yeux, quelque chose de forcé. Thomas avait perdu des cheveux et pris du muscle, le genre qui vient du fait de passer trop de temps à la salle de sport pour éviter de rentrer chez soi. Ils ont tous les deux écarquillé les yeux en me voyant. « Chloé » a dit Léa d'une voix trop aiguë. « Mon Dieu, ça fait une éternité. Regarde-toi. » « Salut, Léa. » Thomas. Thomas a fait un signe de tête, évitant soigneusement mon regard. « Ravi de te voir. » Le dîner a été exactement aussi gênant que je l'avais prévu. J'étais assise entre Lucas et Daniel, répondant aux questions sur Singapour, sur mon travail, sur la façon dont Daniel et moi nous étions rencontrés. Ma mère tendait régulièrement la main pour toucher la mienne, comme pour s'assurer que j'étais bien réelle. Mon père était plus silencieux que d'habitude, m'observant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Léa essayait sans cesse de m'engager dans la conversation, m'interrogeant sur mon appartement, ma vie sociale, si Lyon me manquait. Thomas ne disait presque rien. Il se contentait de pousser la nourriture dans son assiette et de remplir son verre de vin un peu trop souvent. « Alors, que faites-vous, Daniel » a fini par demander mon père. « Je dirige une société de capital risque » a répondu Daniel avec aisance. « Nous nous concentrons sur la fintech et les technologies durables dans la région Asie-Pacifique. » Capital risque, a répété mon père. C'est assez lucratif, j'imagine. Papa, j'ai dit doucement avec un ton d'avertissement. Je discute simplement, Chloé. Ça peut l'être, a dit Daniel sans se démonter. Mais Chloé gagne plus que moi. Son entreprise est entrée en bourse l'année dernière.
Elle a remarquablement bien réussi. La table est devenue silencieuse. Vous êtes entré en bourse, a dit mon père en me regardant. Ta start-up est entrée en bourse. Oui, j'ai dit. En juin dernier, nous avons sonné la cloche à la bourse de Singapour. C'était une belle journée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé ma mère. Parce que vous avez choisi l'héritage de Léa plutôt que mon potentiel. Parce que papa pensait que je ne valais pas l'investissement. Parce que j'ai construit cela sans aucun d'entre vous et que j'avais besoin de prouver que je le pouvais. J'étais occupée, ai-je dit à la place, tout est allé très vite. Le visage de Léa était devenu pâle. C'est incroyable, Chloé. Félicitations. Thomas fixait son assiette comme si elle détenait les secrets de l'univers. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est une sacrée réussite. Merci. La conversation a repris son cours, mais j'ai senti les yeux de mon père sur moi pour le reste de la soirée. Après le dîner, alors que les gens discutaient autour d'un verre, mon père m'a prise à part. Chloé, on peut se parler. Bien sûr, papa. Nous sommes sortis sur la terrasse du restaurant. C'était une nuit claire. Les lumières de Lyon s'étendaient sous nos yeux. Je te dois des excuses, a-t-il dit. J'ai attendu. Quand tu es parti pour Singapour, je pensais que tu fuyais. Je pensais que tu étais impulsive, émotive. Je m'inquiétais pour toi. Vraiment. J'avais tort. Il a continué, sur beaucoup de choses. Tu as bâti une carrière incroyable. Tu as fait de toi quelque chose que je n'avais pas vu venir. Non, j'ai acquiescé. Tu ne l'avais pas vu. Thomas et Léa. Il a commencé, puis s'est arrêté. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. Comment espérais-tu qu'elles se passent, papa? Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. J'ai vu qu'il réalisait que je savais. J'ai vu le calcul dans ses yeux alors qu'il essayait de deviner tout ce que je savais. Tu as vu les emails, a-t-il dit doucement. Je les ai vus. Chloé, est-ce que Léa savait, ai-je demandé. Savait-elle que tu l'avais payé? Non. Non, elle ne savait pas. Elle pensait. Elle pensait qu'il l'avait choisi de lui-même. Donc, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu l'as manipulée, elle aussi. Il a tressailli. Je pensais aider tout le monde. Je pensais que Léa avait besoin de quelqu'un de stable et je pensais que Thomas avait besoin de quelqu'un qui puisse faire avancer sa carrière. Je pensais que tu avais besoin de quelqu'un qui puisse t'apprécier correctement et Thomas n'était pas cette personne. Alors tu as décidé de jouer à Dieu avec toutes nos vies. J'ai fait une erreur. Tu as mis un prix sur ta fille, ai-je dit, ma voix tremblant désormais. 50 000 euros. C'est ce que je valais pour toi. Moins que l'héritage de Léa. Moins que l'ambition de Thomas. Juste 50 000 euros pour me faire disparaître. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sais-tu quel est le pire dans tout ça, ai-je interrompu. Tu avais raison. Thomas ne valait pas mon temps. L'héritage de Léa est impressionnant. Ton investissement en lui aurait probablement été rentable s'il l'avait réellement épousée pour les bonnes raisons. Tu as fait tous les bons calculs. Alors pourquoi es-tu en colère? Parce que je suis ta fille. Les mots ont explosé. Je suis ta fille et tu aurais dû investir en moi. Tu aurais dû croire en moi. Tu aurais dû dire à Thomas que c'était moi la perle rare, pas Léa. Tu aurais dû le menacer s'il songeait seulement à me quitter. Mais au lieu de ça, tu l'as payé pour qu'il s'en aille. Tu m'as appris que même mon propre père ne pense pas que je vaille la peine qu'on se batte pour moi. Il avait l'air accablé, vieux, fatigué. Je suis désolé, a-t-il dit. Chloé, je suis tellement désolé. Je sais que tu le es, j'ai dit, mais voici le problème, papa. J'ai appris ma valeur sans toi. J'ai construit ma réussite sans ton investissement. J'ai trouvé quelqu'un qui me choisit chaque jour sans avoir besoin de 50 000 raisons pour le faire. Alors, tes excuses, bien que je sois sûre qu'elles soient sincères, ne changent en fait rien. Peux-tu me pardonner? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement.
Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, je suis ici pour Lucas, pas pour toi, ni pour Léa, ni pour Thomas. Je suis ici parce que mon frère se marie et que je l'aime. Ne confonds pas ma présence avec du pardon. Je suis rentrée à l'intérieur avant qu'il ne puisse répondre. Daniel m'attendait près du bar. Il n'a pas demandé ce que mon père et moi avions dit. Il m'a simplement tendu un verre de vin et a demandé « Ça va ?» Oui, j'ai dit. Ça va vraiment. Le mariage en lui-même était magnifique. Lucas et Emma semblaient si heureux, si éperdument amoureux que je me suis sentie sincèrement joyeuse pour la première fois depuis des jours. C'est à cela que l'amour devrait ressembler. C'est ce que l'on devrait ressentir en se choisissant l'un l'autre. Lors de la réception, j'ai observé Léa et Thomas de l'autre côté de la salle. Ils étaient assis à leur table, se parlant à peine. Léa vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Thomas buvait régulièrement tout au long de la soirée. Quand le DJ a passé un slow, ils n'ont pas dansé. J'ai appris plus tard par ma mère, qui avait toujours adoré les potins, que leur mariage ne tenait qu'à un fil. Thomas l'avait trompé 6 mois auparavant. Léa l'avait découvert, mais était restée parce que son image d'influenceuse sur Instagram était construite autour de leur image de couple parfait. Thomas était resté parce qu'il avait quitté son emploi pour gérer la carrière de Léa et qu'il n'avait nulle part où aller. L'investissement de 50 000 € de mon père leur avait acheté à tous les deux une cage dorée. Quand le DJ a appelé pour le lancer du bouquet, Emma m'a regardé droit dans les yeux et a souri. J'ai secoué la tête, mais elle a insisté. Un groupe de femmes s'est rassemblé sur la piste de danse, y compris Léa, qui s'est jointe au groupe avec un sourire forcé. Emma s'est retournée, a compté jusqu'à 3 et a lancé le bouquet directement vers moi. Je l'ai attrapé par instinct. La salle a éclaté en acclamations. Daniel riait. Lucas me faisait un signe de pouce levé. Ma mère pleurait. Des larmes de joie. Léa me fixait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. De la tristesse peut-être, ou du regret, ou simplement de l'épuisement à force de prétendre que tout allait bien. J'ai ressenti une pitié surprenante pour elle. J'imagine que ça veut dire que tu es la prochaine, a lancé quelqu'un. Daniel s'est approché, a pris ma main et m'a entraîné sur la piste de danse. Qu'est-ce que tu en dis, a-t-il demandé d'une voix basse. Tu veux faire de moi un homme honnête. Tu es vraiment en train de me demander en mariage au mariage de mon frère. Dieu, non. Ce serait de mauvais goût. Je te demande si tu serais d'accord pour que je te le demande le mois prochain à Bali. J'ai déjà la bague. Je l'ai fixée. Tu as une bague. Je l'ai depuis 2 mois. J'attendais le bon moment. Mais te voir attraper ce bouquet, te voir te tenir ici après tout ce que tu as traversé, en ayant l'air absolument imperturbable face à toutes ces personnes qui t'ont blessé, je ne veux plus attendre. C'est l'aperçu de demande en mariage le moins romantique que j'ai jamais entendu. La vraie demande sera mieux. J'y travaille. Tu es ridicule. Tu n'arrêtes pas de le dire. Tu n'arrêtes pas de le prouver. Est-ce un oui? J'ai regardé autour de la salle mon frère dansant avec sa nouvelle femme, ma mère discutant avec les parents d'Emma, mon père m'observant de l'autre côté de la pièce avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté ou du regret. Léa et Thomas à leur table, 2 personnes piégées dans une vie construite sur des mensonges, de l'argent et toutes les mauvaises raisons du monde. J'ai pensé aux 3 dernières années, aux nuits tardives et aux matins précoces, au fait d'avoir appris à m'estimer, à avoir construit quelque chose de réel. Oui, j'ai dit à Daniel. C'est un oui. Nous avons dansé sous les yeux de ma famille. Quand la chanson s'est terminée, mon père est apparu à nos côtés. Je peux, a-t-il demandé en me désignant. J'ai regardé Daniel, qui m'a serré la main et s'est reculé. Mon père et moi avons dansé dans un silence gêné un moment avant qu'il ne parle. Je sais que tu as dit que tu étais là pour Lucas, a-t-il dit. Mais j'espère que tu sais à quel point je suis fière de toi, de ce que tu as accompli. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. S'il te plaît, n'essaie pas de t'attribuer le mérite de ma réussite. Tu n'as pas investi en moi. Tu n'as pas cru en moi. J'ai fait cela malgré toi, pas grâce à toi. Je sais. Vraiment.
parce que tu as passé ma vie entière à me dire d'être pragmatique, d'être raisonnable, de ne pas viser trop haut. Et à la seconde où j'ai commencé à accomplir quelque chose d'extraordinaire, tu as décidé que je n'étais pas assez bien et tu as payé quelqu'un pour me quitter. Tu m'as appris que je devais quitter tout ce que je connaissais pour prouver ma valeur. Et tu l'as fait, a-t-il dit, tu l'as prouvé. Je n'aurais pas dû avoir à le faire. La chanson s'est terminée. Je me suis reculée. Je dois y aller. J'ai dit, Daniel et moi avons un vol tôt demain. Reviendras-tu, a-t-il demandé. Pour les fêtes, pour les visites, pour Lucas, j'ai dit. Quand il aura besoin de moi, je serai là. Mais papa, toi et moi, nous n'allons plus avoir de déjeuner du dimanche. Nous ne serons plus la famille que nous étions. Tu as brisé cela. Et je n'ai pas envie de prétendre que c'est réparé juste parce que tu es désolé. Et pour Léa? Qu'en est-il d'elle? C'est ta cousine. Vous avez grandi ensemble. Elle a épousé l'homme que tu as payé pour me quitter. Qu'elle ait été au courant pour l'argent ou non, elle a choisi d'être avec lui. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Je me suis éloignée de lui. Pour retourner vers Daniel. Pour retourner vers la vie que j'avais bâtie sans aucun d'eux. Ma mère m'a rattrapée avant notre départ, me serrant dans une étreinte farouche. Reviens vite, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît. Tu m'as tellement manqué. Je reviendrai, maman. Je le promets. Lucas et Emma nous ont accompagnés à la sortie. Lucas m'a embrassé pour me dire au revoir et a dit, je suis vraiment content que tu sois venu. Et je suis vraiment contente que tu sois heureux. Moi aussi, petit frère. Moi aussi. Dans l'avion du retour vers Singapour, Daniel me tenait la main et m'a demandé, comment te sens-tu? Plus légère, j'ai répondu. Je pensais que les revoir me rendraient en colère ou triste, mais surtout je me sens libre. Aucun regret d'être parti, d'avoir construit ma vie ailleurs, d'avoir dit non au pardon. J'y ai pensé, pas même un petit peu. Tant mieux, a-t-il dit. Parce que j'ai une confession à faire. Je n'ai pas seulement fait le déplacement pour le mariage de ton frère et pour rencontrer ta famille. Je suis aussi venu pour voir s'il y avait quoi que ce soit ici qui vaille la peine de rivaliser avec. Et je suis très heureux de rapporter que Singapour a tout ce dont tu as besoin, y compris moi. J'ai ri, le genre de rire sincère que je n'avais pas entendu de ma part depuis des années. Tu es absolument ridicule. Tu continues de dire ça comme si c'était une mauvaise chose. Ce n'en était pas une. 3 mois plus tard, Daniel m'a demandé en mariage sur une plage de Bali au coucher du soleil. Il s'est mis à genoux et m'a dit que j'étais sa partenaire, son égale, la personne qui le poussait à être meilleur chaque jour. J'ai dit oui sans hésitation. Nous nous sommes mariés 6 mois après cela lors d'une petite cérémonie à Singapour avec 20 personnes qui comptaient réellement. Ma mère est venue. Lucas et Emma sont venus. Quelques amis proches du travail, de mon club de lecture, de la vie que j'avais bâtie. Mon père a envoyé une carte avec un chèque à l'intérieur. J'ai déchiré le chèque et jeté la carte au recyclage. Léa a envoyé un message sur Instagram. Félicitations, Chloé. Tu as l'air si heureuse. Je l'ai lu, poliment, et je n'ai jamais répondu à aucun autre message. Thomas ne m'a pas contacté du tout. Ma vie ne ressemble en rien à celle que j'avais prévue avec Thomas il y a toutes ces années. Je ne vis pas à Lyon. Je n'ai pas la maison avec la clôture blanche. Je n'ai pas les déjeuners du dimanche avec la famille élargie. Au lieu de cela, j'ai un partenariat basé sur le respect mutuel. J'ai une carrière qui me stimule. J'ai une vie qui s'étend sur plusieurs continents et cultures. J'ai le genre de succès que mon père n'aurait pas pu m'acheter, même s'il l'avait voulu. J'ai une valeur sur laquelle personne ne peut mettre de prix. Parfois, les gens me demandent si j'ai pardonné à mon père. La réponse est complexe. Je ne le hais pas. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne le laisse pas non plus entrer dans les espaces intimes de ma vie. Il a droit à des appels pour son anniversaire et à des nouvelles occasionnelles. Il n'aura pas le privilège de m'accompagner à l'hôtel, de rencontrer ses petits-enfants en premier ou d'avoir un avis sur mon mariage. Il a fait son choix. J'ai fait le mien.
Et mon choix a été d'arrêter de laisser les autres définir ma valeur. Mon choix a été de construire une vie si pleine, si riche et si réussie que la trahison en est devenue insignifiante. Mon choix a été de prouver que la meilleure vengeance n'est pas la colère, la confrontation ou le fait de leur faire payer. La meilleure vengeance est de construire quelque chose de si beau que vous oubliez même que vous avez eu besoin de vengeance un jour. Quand je repense maintenant à cette nuit où j'ai trouvé l'email, au moment où mon monde s'est effondré, je peux enfin le voir clairement. Mon père n'a pas détruit ma vie. Il m'a juste montré que la vie que je menais était trop étroite pour celle que j'étais destinée à devenir. Au final, ces 50 000 € ont été le meilleur investissement qu'il n'ait jamais voulu faire parce qu'ils m'ont acheté quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales parfois toxiques où l'argent et le contrôle tentent de se substituer à l'amour et à la confiance. Le parcours de Chloé est une véritable leçon de résilience. Au lieu de s'effondrer face à une trahison orchestrée par son propre père, elle a utilisé cette douleur comme un tremplin pour se redéfinir loin des attentes limitantes de son entourage. C'est un rappel puissant que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres sont prêts à miser sur nous, mais de la force que nous trouvons en nous-mêmes pour bâtir notre propre empire, qu'il soit professionnel ou émotionnel. Le fait qu'elle choisisse un succès éclatant et une vie épanouie à l'autre bout du monde montre que la distance est parfois le meilleur remède pour guérir et se retrouver. On voit aussi le contraste frappant entre sa réussite authentique et le mariage de façade de Thomas et Léa, prouvant que les alliances basées sur le profit finissent souvent par devenir des prisons. Et vous, qu'en pensez-vous ? Estimez-vous que le pardon est nécessaire pour avancer dans une telle situation, ou pensez-vous que Chloé a pris la bonne décision en gardant ses distances pour protéger sa nouvelle vie ? Auriez-vous eu la force de partir sans rien dire comme elle l'a fait au début ? Partagez vos réflexions en commentaire.